un grand reportage voyait Pierre Petrucci, dernier des statuaires canadiens-français. J'ai trouvé qu'il n'y a aucune statue classique qu'on voit aux États-Unis comme on voit en France, en Italie, des nus. La vogue était en France, en Italie et aux États-Unis, des nus. Et je suis heureux cet après-midi de pouvoir inaugurer avec vous cette exposition de statues religieuses. Et ces statues, lorsqu'on les regarde, elles nous parlent. Elles nous disent à chacune de façon différente notre histoire. Et notre histoire au Québec, c'est une histoire sacrée. Chaque personne est une histoire sacrée et les personnes représentatives de ces statuettes de plâtre nous disent aujourd'hui qui nous sommes. De l'historique des Petrucci. Mon arrière-arrière-grand-père, qui était né en 1790, était sculpteur, modeleur et statuaire. Il a commencé à travailler dans la province de Carrara, où il était né, dans la province de Massa et Carrara, faisait de la sculpture sur marbre. Et là, l'Italie était devenue anti-chrétienne par rapport à Rome. Mon arrière-grand-père aussi voulait que Rome soit la capitale de l'Italie, alors ça va donner un coup. C'est-à-dire que pour les travaux de sculpture religieuse, ça ne marchait pas beaucoup. Alors mon grand-arrière-grand-père a immigré en Bavière. De Bavière, il est allé à travailler en Autriche-Hongrie, qui était un royaume également, un royaume catholique. Puis il a fait aussi un coup de séjour en France. Il a amené mon père à Marseille, en 1895, pour l'envoyer à l'école française et lui apprendre les métiers. Là maintenant, la France, en 1895 ou 90, elle est devenue anti-chrétienne, anti-catholique. Alors on fermait les églises, on était contre le clergé, alors mon grand-père ne pouvait plus travailler dans l'ordre religieux. Puis mon père voulait rester en France. Alors ils ont transformé l'atelier d'art religieux en art profane. Jusqu'à temps que mon grand-père apprenne qu'en 1900, on cherchait des sculpteurs pour travailler à Paris, à l'exposition universelle de 1900. Alors il fait application, et puis on lui donne le contrat du pavillon du Tonkin. Du Tonkin, oui, la France avait conquis l'Indochine, puis il y avait la province de Tonkin, puis c'était bien populaire, la petite tonkinoise, la tonkidée. C'était le terme de l'époque. Le terme de l'époque, la tonkinoise. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan kiki, Satan kimoise. D'autres lui ont les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Alors mon grand-père, ils ont travaillé presque un an à Paris, puis ils ont rencontré des sculpteurs et des peintres canadiens, dont Suzanne Côté, dont mon grand-père est venu, le grand ami, buveur d'absinthe comme lui. Ah, les deux? Les deux, oui, c'était des grands buveurs. Alors mon grand-père disait à Suzanne, lorsque ça sera fini, je me retourne en Italie. Mon père ne voulait pas retourner en Italie. Il voulait retourner pour quelques mois, mais pas pour travailler en Italie. Alors, Suzanne lui disait, pourquoi vous n'allez pas au Québec? C'est une province française, très catholique, puis vous allez pouvoir pratiquer votre art avec plaisir. Alors mon grand-père ne croyait pas trop à cette historique-là.
Alors, il retourne en Italie vers 1903 ou 4 ou 5, je ne me souviens pas. Et puis là, on rencontre un sculpteur américain qui cherchait justement des modeleurs dans un atelier à New York. Alors, on engage mon grand-père, mon père et son frère pour travailler à New York. Et là, dans un atelier, un 3e étage, avec une 50aine d'employés, du matin au soir, mon grand-père n'était pas habitué à ce genre de vie-là. Lui, il aimait marcher, il aimait la mer, il aimait le soleil, puis il voulait retourner en Italie. Alors, mon père et puis mon oncle voulaient rester à New York. Donc, par hasard, on rencontre un sculpteur qui leur dit qu'à Boston, la plupart des églises, ou dans les alentours de Boston, il y avait beaucoup de Français qui ouvraient des églises des sœurs françaises. Alors, mon grand-père n'y croyait pas. Alors, mon père disait, on va aller voir Boston. Arrivé à Boston, c'était pas des Français, c'était des Canadiens français qui avaient immigré. Il y avait il y avait 2 millions de Canadiens français qui avaient immigré. Là, on ouvrait les écoles, on découvrait des écoles, des églises. Mais là, avant de faire la statuaire religieuse, il fallait qu'il commence par des objets, de la petite statuette. On commençait à faire de la petite statuette comme mon grand-père n'aimait pas Boston. C'est avant qu'on puisse s'infiltrer dans... C'est beau notre langue, qu'on parle français. Mais de toute façon, le français qui parle, lui, c'est un peu bizarre. Puis il me trouve bizarre, moi. C'est des Marseillais, ils trouvaient les Canadiens français un peu... Oui. Mon père dit à mon grand-père, va aller voir Québec, il va essayer de rencontrer sur un côté. Je ne sais pas l'adresse, on avait l'adresse dans le temps, mais là, il ne se souvenait pas. Alors, il prend le train seul. Alors, mon père débarque de la gare. Il y avait un train qui allait à Québec, un train par jour. Alors, il dit, je vais aller à l'hôtel et je vais prendre mon billet pour aller à Québec. Et puis, il voit la taverne. La taverne était pleine de Toscans. Ça vers 10h, 7h. Surprise, ça doit. Non, il dit, vous êtes des Toscans? C'est impossible. Il dit, à Boston, à New York, c'est tous des Calabrins, des Siciliens, quelques Toscans, mais là, tout un groupe. Il dit, on n'est pas des Toscans, on est des Canadiens français, on travaille chez Thomas Carly. Thomas Carly avait 100 ou 125 employés dans le temps. Alors, tous les jeunes qui allaient travailler là, tout le monde parlait Toscan. Alors, mon père leur demande, qu'est-ce que vous faites? Puis, ils disent, on est des statuaires. Mon père dit, moi aussi. On lui dit, ben voyons, statuaire, la maison de Carly contrôle tout le Canada. Super content ici. Alors, le lendemain matin, il décide d'aller voir Thomas Carly. Alors, Thomas Carly dit, appelle ton père, on va t'engager avec plaisir. On a besoin des gens comme vous. Mon père, il dit, oui, je vais y penser. Alors, il se promène sur la rue Notre-Dame, et puis pendant une semaine de temps, puis il s'aperçoit que il n'y avait aucune statue profane dans les magasins. C'est-à-dire que c'était la vogue de statues classiques, de reproductions de Vénus, de David, en fait. Il a vu une opportunité. Puis des femmes avec des seins nus, c'était partout à New York, à Boston, puis il n'y avait rien à Montréal. Alors il retourne après une semaine à Boston, puis il dit à mon grand-père, c'est à Montréal qui est la ville vraiment importante. Et puis, malheureusement, il y a une compagnie qui s'appelle Thomas Carly, qui contrôle toute la statuaire religieuse au Canada. Mais j'ai trouvé qu'il n'y a aucune statue classique qu'on voit aux États-Unis comme on voit en France, en Italie, des nus. La vogue était en France, en Italie et aux États-Unis, les nus, des reproductions classiques des nus. Il n'y en avait aucune ici. Alors mon père dit, on retourne à Montréal, on ouvre un atelier, on va fabriquer, enfin on va se faire des modèles de nus, et puis je suis certain que ça va marcher. Puis en plus, on va aussi faire de la petite statuette religieuse. Alors, ils prennent le train au mois de décembre. Alors mon père disait à mon grand-père, on peut ouvrir un atelier ici. Mon grand-père disait, tu vois pas de la température, c'est pire que la côte. Mon grand-père ne voulait pas rester, c'est impossible. Puis au mois de janvier, vers la fin de janvier, même presque un mois et demi, il dit, je retourne en Italie. Si vous voulez rester. Mon père dit, j'ai pas de problème, c'est la même langue, je me suis bien, puis il y a des possibilités parce qu'il s'était promené avec des nus dans les différents. Tout le monde était prêt à en acheter. Une nuit vers 3h ou 4h du matin, le téléphone sonne à la maison. On lui dit que le frère André venait de mourir. Alors mon père lui dit, je m'en vais directement à l'hôpital.
Là, il ouvre, puis ça marchait, il ne fournissait pas, il avait besoin des employés. Même pas un an, on avait 45 employés, en plus de mon grand-père, mon père. Ça ne marchait pas, on ne fournissait pas. Même pas un an, il reçoit la visite de la police disant qu'on faisait des travaux, une sommation en cours, je ne sais pas. Qu'on faisait des œuvres pornographiques. Là, il cherchait un avocat. Le jeune avocat, c'était le fameux Vallée qui venait d'ouvrir son bureau. Mon père, c'était son premier client. Alors, mon père se met ami avec ce Vallée-là, son premier client, puis c'était facile de gagner. C'était des statuts de reproduction d'œuvres d'art, donc il n'y avait rien de pornographique. Puis ça leur a fait assez de publicité qu'ils ont commencé aussi à vendre du religieux. Donc c'est l'effet inverse. Oui, c'est l'effet. De les briser, ça a augmenté leur chiffre d'affaires. Oui. Puis là, quand la compagnie a réellement pris son envol, mon grand-père retourne à Montréal avec sa femme, ma grand-mère et ses filles, ses 3 filles. Et puis, on prenait des contrats d'église, des hôtels de marbre, des balustrades, des tables de communion, des chairs. Mais il fallait les venir d'Italie. Alors, mon père décide en 14 d'ouvrir un atelier à Pietrasanta, où se fabriquent tous les hôtels. La statuaire religieuse vient de Pietrasanta, où un de mes grands-pères était né. Mon père, en 14, prend le bateau. En débarquant au Havre, l'Allemagne ou la France déclare la guerre en 14. Alors il voit plus en France. Lui avait un passeport canadien, il était sujet britannique, avait pris puis il est allé en Italie. Alors, je vais me promener à Marseille, je vais voir mes anciens amis, et puis j'irai en Italie, puis je prendrai le bateau pour retourner à Montréal. Là, mon père s'en va en Italie. Une fois en Italie, alors il veut retourner à Montréal, on lui dit, mais vous êtes d'âge militaire, vous n'êtes pas canadien, vous n'êtes pas british. Dans le temps, il n'y avait pas de citoyenneté canadienne, c'était la citoyenneté british. Alors, mon père, vous êtes britannique. Mon père, je suis britannique, non. Tu es né en Italie, tu as mère italienne, tu es sujet à un enrôlement militaire. Là, il y a eu les élections, et puis le groupe pro-français a gagné ces élections. Puis mon père, dans la province, par hasard, il a rencontré celui qui se présentait dans la province de Lourdes. Le parti devient au pouvoir, et puis moi, mon père reçoit par télégraphe d'aller à Rome prendre son passeport. Il embarque sur le bateau britannique, en a pendant 3 jours. La deuxième journée, mon père, on débarque du bateau, mon père se promène sans passeport diplomatique, d'âge militaire avec un passeport britannique. On arrête mon père. Puis à New York, ils arrivent à New York, mon père arrêté, mon père sans passeport diplomatique, et puis là, il est arrêté à Ellis Island. Presque une semaine. Il y a un représentant canadien-français du consulat de New York qui s'est présenté. Alors, le Canadien-français lui dit demain, je vous rappelle demain. Le lendemain, il est le chercher, il embarquait avec lui jusqu'à Montréal. C'est tout un volet de culture, c'est 150 ans de culture là, qu'on est en train d'oublier. Il faut que ça laisse des traces, ces choses-là, me semble. Là. Pas possible de fermer le livre et puis rien. C'est quelque chose de valable. La tradition de plâtre ici au Québec, elle a 150 ans, mais en Europe, c'est bien plus vieux que ça. Les Romains faisaient des moulages de plâtre déjà à l'époque de l'Empire romain. Mais là, c'est pas pour dire que c'est des Italiens qui l'ont emmené ici. C'était natif de leur pays, cette tradition-là. Les plâtres, les stucs, ça fait partie de la vieille civilisation italienne, de la civilisation romaine.
Moi, je trouvais que l'Église était sous-utilisée, qu'elle méritait d'avoir quelque chose de bien. Je suis étonné et ému. Ici, je vous remercie tout à l'heure. Et là, j'ai commencé à capter des statues jusqu'au jour où celle-ci m'arrive sur mon bureau. Et je la trouvais, vous pouvez la regarder, là, elle a vraiment une émotion extraordinaire. Elle n'est pas comme les autres. C'est vraiment le facial, c'est le regard de Saint-Antoine et le repos de l'enfant est unique. Et je dis, mais qui a le talent, qui a les mains assez souples pour faire une émotion aussi pure dans un petit bonhomme de plate? Et là, derrière, c'est écrit T.Carly. Et là, moi, je suis très néophyte, je pensais que c'était ça. Mon père a finalement rencontré Suzanne Côté quelques années plus tard, parce que Suzanne Côté voyageait assez souvent. Donc, mais Suzanne Côté, lorsqu'il faisait des travaux ici à Montréal, c'était à la maison de Thomas Carly qui les moulait, et puis c'était Apollo. Toujours Apollo. C'est Apollo qui faisait le moulage. Alors, une fois que mon père était, et grand-père était établi ici, bien, on faisait un modèle, il venait chez nous pour le faire mouler. Puis dès qu'on moulait, pas dans mon temps, dans le temps de mon père, lorsque sur le côté avait besoin d'un modèle de bronze, alors mon père envoyait le modèle original à la Roman Bronze à New York. La Liberté, lorsqu'il est arrivé à Montréal, il est allé à l'école, pas l'école des Beaux-Arts, mais c'est l'école je crois que c'était l'école des Arts et Métiers. Alors c'était Alexandre Carly, qui était professeur de modelage pendant au moins une dizaine d'années. Alors lorsque la Liberté avait besoin d'un mouleur, Alexandre Carly, qui était son mouleur. Et puis d'Alexandre, Apollo, lorsqu'il venait à l'atelier, c'était Apollo qui lui moulait tous ces statues. Le soir, j'étais élève de jour aux Beaux-Arts, et puis la Liberté enseignait le modelage le soir. Alors j'ai pris aussi 2 ans du cours du soir. Mon père voulait que la Liberté, qui était mon professeur, c'est les seules fois que j'allais le soir, c'était pour la Liberté. Parce que mes cours, c'était les jours où j'allais aux Beaux-Arts. Alors pendant 4 ans, et puis je le rencontrais à l'atelier parce qu'il venait presque tous les semaines. La Liberté, c'était l'ami de mon père, l'ami d'Apollo. Puis, lorsqu'il avait besoin de parler, il venait chez nous avec quelques artistes. C'est un homme agréable. Un homme très agréable, oui. Philippe Hébert, mais mon père, surtout M. Carly, c'était presque des amis, hein, ce qu'on m'a raconté. C'est pour ça que lorsque ces artistes faisaient un monument, c'était mon père ou Apollo qui faisait le moulage. Lorsque Philippe Hébert projetait de faire un monument public, il préparait une petite maquette en plâtre, c'est-à-dire en terre glaise, que nous moulons en plâtre. Là, vous voyez en arrière de moi le projet pour un monument à Trois-Rivières de la Violette. Le fondateur, semble-t-il, de Trois-Rivières. On avait préparé le modèle pour que Philippe Hébert le présente. Semble-t-il que le projet n'a pas eu lieu, ça n'a pas marché, mais je ne sais pas, le modèle s'est brisé. Alors, on dit dans son livre que le modèle était disparu, mais personne n'a pensé qu'on avait le modèle à l'atelier. Malheureusement, il manque un bras, que j'ai perdu le bras, mais c'est le monument du projet de la Violette. Philippe Mackenzie, c'est le fameux sculpteur ontarien, le médecin militaire, que j'ai rencontré une seule fois à l'atelier en 1937, l'année de sa mort, mais c'est lui qui a fait plusieurs monuments, surtout de Wolfe et puis d'hommes politiques canadiens. Il avait aussi modelé une série de statuettes, comme celle-ci, de coureurs, qu'on donnait aux Olympiades. Aux Olympiades. Oui, on les donnait aux Olympiades. Et puis on avait tous les modèles. Malheureusement, je les ai tous perdus lorsqu'on a eu notre incendie. Et j'en avais sauvé 2.
Donc, j'ai perdu chez moi, puis lui, puis c'est son meilleur vendeur, c'était le modèle original qu'on se servait pour mouler. Un autre Saint-Mars, un autre que j'ai peut-être rencontré, mais c'était un ami d'Apollo Charlie. Et on moulait tous ces plaquettes. Frère André, dont celui du frère André. Et j'avais justement une copie de ces médaillons qu'il avait donné à Apollo pour le remercier de ses travaux, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une petite plaquette, c'était Apollo qui faisait le moulage. J'étais pensionnaire au collège Notre-Dame. Là, j'apprends que le frère André était mourant et ici, mon père pouvait prendre son masque lorsqu'il serait décédé. Un soir, vers à peu près, ou nuit, vers 3h ou 4h du matin, le téléphone sonne à la maison. On lui dit que le frère André venait de mourir. Alors mon père lui dit, je m'en vais directement à l'hôpital de Ville-Saint-Laurent, j'amène mon associé. Moi, je lui ai dit à papa, je veux y aller moi aussi. Alors, je ne peux pas t'emmener, voyons. Je vais y aller, je suis au collège Notre-Dame, je ne dérangerai pas, emmène-moi, papa. On rentre dans la chambre. C'est une chambre comme vous la voyez. Alors, mon père me dit, va chercher de l'eau. Alors, je pars, les sœurs se lèvent, je cherche de l'eau. Une des sœurs me dit, la porte au fond, tourne à gauche. Alors, j'arrive à la porte au fond, je demande de l'eau. Une sœur me dit, je m'en vais vous apporter de l'eau. Puis, mon père, il est en discussion avec son associé. Son associé lui avait demandé, est-ce qu'on fait seulement le masque? Mais mon père dit, non, on fait le masque complet avec les oreilles et avec la gorge. Mais mon père, en France comme en Italie, un masque pour lui, c'était les oreilles puis la gorge. Parce que les oreilles, si vous moulez puis les oreilles accrochent, vous ne pouvez plus les mouler. Alors, on prépare le plâtre, on donne en principe une première couche de plâtre d'un pouce environ sur le visage, on laisse sécher, on badine, on regraisse la partie supérieure avec, nous on avait de la stérile, comme on avait graissé le visage de André avec de la stérile, puis on attend avant de faire le deuxième plâtre. On attendait, mon père prépare son deuxième plâtre, le plâtre ne séchait pas. Mon Dieu, comment ça se fait? 10 minutes, 15 minutes, le plâtre n'était pas sèche. Et puis je disais à papa, les sœurs me disent que peut-être c'est un miracle, le plâtre ne sèche pas. Tout d'un coup, on va arriver la mère générale ou la mère supérieure avec deux autres religieux. Monsieur Petrucci, qu'est-ce qui arrive, un miracle? Mon père ne répond, non, c'est pas donc le miracle, dites-moi donc ce que vous avez mis dans l'eau. Oh, mais c'est pas de l'eau de l'Acadique, nous avons un puisage, nous avons un puits artérien, on prend de l'eau du puits, c'est pas même de l'eau de l'Acadique, on aurait mis dans le plat. Mon père lui répond, vous avez un puits artérien? Je dis oui. Mon père avait compris parce qu'en France, souvent, lorsque il changeait de place, les minéraux dans l'eau accélèrent ou retardent la prise du plâtre. Là, ça va retarder. Au bout d'une demi-heure, le plâtre a fini par sécher. Puis en séchant, le plâtre chauffe. Puis lorsqu'on a démoulé, la barbe du Ferlandais était prise dans le négatif du plâtre. Alors, on a cassé les morceaux, on avait la barbe du Ferlandais dans le négatif du plâtre. Les journaux l'avaient mentionné. Alors le samedi, mon père décide que le samedi, on était pour distribuer la barbe, le peu de barbe qui nous restait, plus le plâtre qui avait touché au visage. Alors les gens se faisaient la queue, puis nous demandaient un poil de la barbe du Ferlandais. Il n'en restait plus, moi je l'avais coupé en deux. Il me restait le plâtre qui avait touché au visage du frère André. C'est un peu l'historique de... Et puis enfin... à l'italienne. Je m'en vais à l'atelier, à 9h, je reçois un téléphone. À Tilio, mon associé, ton père vient de se faire tuer, j'ai eu un accident, comme ça.
Mon père et mon oncle avaient fondé la maison Petrucci et Frères. Et puis, leur gros compétiteur, c'est la maison Thomas Carly. Alors, mon oncle s'est mis dans la tête d'acheter la maison Carly. Alors, comme de fait, eux, ils étaient mal pris. Ils étaient prêts à vendre leur atelier à 50 000 $, parce que c'est un million aujourd'hui dans le temps. Et puis, ma petite sœur avait été tuée à l'âge de 4 ans par un chauffeur qui s'était sauvé. Puis ma mère ne pouvait plus rester ici à Montréal. Elle voyait que sa petite fille écrasée à l'âge de 4-5 ans. Elle voulait soit retourner en Italie ou aller dans une autre ville. Alors mon père avait décidé d'aller à côté de Miami, la maison Coral Gables. Il y avait une ville qu'on appelait Coral Gables. Alors mon père avait l'intention d'aller ouvrir une succursale en Floride. Mais mon oncle était décidé d'acheter la maison Carly. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il a accepté le projet de mon oncle. Mon père avait demandé comme directeur M. Vallée. Alors, le Vallée en question devient le bras droit de Perron. Donc, Perron rencontre mon père, ils deviennent amis. Puis une bonne journée, Perron demande à mon père de le rencontrer. Parce que Perron, semble-t-il, voulait faire exproprier le marché Bon Secours. Puis lui, il avait acheté toutes les propriétés aux alentours. Alors il demande à mon père, Aimé, j'ai l'intention de prendre le contrôle de ta compagnie. Alors mon père lui dit, quoi? Tu me la donnes ou je la prends? Mais mon père dit, prends-la si tu es capable. Quand mon père a appris que son frère était d'accord, il dit à sa femme, à ma mère, je suis certain qu'ils vont m'offrir de m'acheter. Le lendemain, à 3 heures, Perron appelle mon père. Aimé, je voudrais te rencontrer à mon bureau. C'est assez important. Alors mon père se présente là. Mon père avait déjà préparé toute une liste pour... Mon père, Perron, il dit, j'ai l'intention de t'acheter, Aimé. Es-tu prêt à me vendre? Mon père dit, oui, à mes conditions. Quelles conditions? Mais pendant 10 ans, je m'engage à ne pas manufacturer de statues religieuses, hôtels, marbre, puis différents produits. Alors, il y avait trois pages de noms italiens, de tous les marbres, tout ce qu'ils pouvaient trouver avait inscrit. Alors, puis la fille lisait en italien. Alors, Perron demande à la fille, il avait Vallée avec lui, c'est encore long, ces noms bizarres-là. La fille dit encore une part. Oh, on va signer. Mais ils n'ont pas remarqué que mon père n'avait pas remarqué ni plâtre, ni ciment. Tout ce qui manufacturait au pays n'avait pas été inclus. Il avait parlé des Mon père se réservait le droit, en cas ça ne marcherait pas, de venir à Montréal. Juste après les fêtes, 3 semaines après, mon père avait déjà parti avec Apollo, prendre le train pour aller en Floride. Ils sont arrêtés à la frontière. Perron avait mis au là disant que mon père était venu au Canada pour enrégimenter les employés. Il y avait une vieille loi canadienne. Avec mon père était pris. Pas moyen d'aller voir des avocats. Il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait plus sortir. Il ne pouvait plus aller aux États-Unis. Ah, mon père, quoi faire? Il était pris. Fait qu'il dit, s'ils ne veulent pas me voir, si mon frère ne veut pas me voir en Floride, il va me voir à Montréal. Devant Petrucci et Frères, sur la rue Wolfe, il y avait un local qui était à vendre de 3 étages, avec une boucherie en bas, puis il y avait une grande cour arrière très vide. Alors mon père dit, demande à Apollo, veux-tu former une compagnie? Petrucci et Carly, au lieu de Carly et Petrucci. On va s'installer devant Petrucci et Frères, ils ne veulent pas. J'ai le droit, parce que c'est mon nom, c'est ton nom. Je ne peux pas aller sur la rue Notre-Dame, parce que ça appartient à Perron. C'est vrai, j'irai sur la rue Notre-Dame devant Carly Petrucci. On a eu une action, il y a 4 procès qu'on a gagné. Ça a bien lancé Petrucci. Ben oui, ça a lancé Petrucci. Une publicité incroyable. Tu as vu dans le journal, là, oui?
Nicolas, ton oncle, Oui. ça doit faire dur, là. Il perd ses procès, et... Oui, mais ça a marché jusqu'à temps qu'arrive la crise. OK. Là, ça a marché, on lui faisait compétition. Ça, il y a eu une compétition saine pendant 30 ans. C'est-à-dire que pas trop saine. Et nous, c'est la guerre. C'est la guerre, oui, ben oui. Ça fait 30 ans, là, chat et chien, là. Chien, c'est la guerre. Est-ce que tu peux aussi parler, malheureusement, du décès de ton père? En 1950, je devais aller à la chasse. On avait vendu un crucifix, une croix de chemin avec un corpus de 6 pieds en pierre artificielle dans une paroisse aux alentours. Alors mon père m'avait dit, on va mettre le corpus dans la camionnette, puis on va, moi et puis Louis Carly, qui était le fils de son associé, mais était sur la route, et puis on va aller voir nos employés qui travaillent, en même temps on va faire la livraison du corpus. Alors mon père part à 6 h du matin, et puis je m'en vais à l'atelier, à 9 h je reçois un téléphone. À Tilio, mon associé, ton père vient de se faire tuer, j'ai eu un accident, comme ça. À l'intérieur, on avait le corpus. On sort le corpus et il n'y avait rien. Alors, j'ai dit au curé, on le donne à la paroisse, où mon père s'est fait tuer, est-ce qu'on peut faire une croix de chemin? Le curé, il dit, ça ne m'appartient pas. Alors, il fallait voir le cultivateur, on lui a donné la croix. Oui, on a fait la croix de chemin avec le corpus. Ils ont descendu le corpus, ils ont brisé le corpus. Il y avait une boule une pouce et demie qui se cassait les bras, on leur a fait toute une espèce d'estrade pour remettre la croix de 18 juillet. J'ai des photos, là, pourquoi on va le détruire? 3 ans plus tard, il revient, puis il dit, bien, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Fais une offre stupide. Alors j'ai dit, il faut que je change. Mais en vendant, qu'est-ce que je vais faire avec mes statues? Arrive Vatican II, la fin d'une époque. Tous les curés et les sœurs et les frères qui venaient nous rencontrer pour des statues religieuses ont commencé à nous déserter, on ne les voyait plus. On enlevait les statues dans les églises. C'était pas nécessaire, mais on voulait complètement faire un renouveau. Épurer. On voulait épurer les églises. Quoi faire? Alors j'ai dit à mon associé, on va faire des statues comme on faisait autrefois, des reproductions classiques, surtout des nus, comme mon père a fait, comme mon grand-père, comme mon arrière-grand-père. Lorsque la religion ne marchait pas, les nus marchaient. Alors on a commencé à refaire des modèles de nus. Mon associé allait voir les Eaton's, Morgans, de tous les magasins pour vendre des reproductions classiques, pour essayer de ne pas crever. Mais là, ce qui nous a aidés, c'est les transformations. Il fallait transformer les églises. C'est ce qui nous a sauvés, contrairement aux autres statuaires. C'est qu'on avait des équipes qui transformaient, c'est-à-dire changeaient les hôtels. On changeait les emplacements dans les hôtels. Mais on a fait à peu près presque 200, 182 ou 184. Ça nous a aidés pendant 2 ans. Tous nos compétiteurs fermaient leurs portes. Donc, dans la Maison Carly. Le comptable me dit, Monsieur Petrucci, avez-vous encore des transformations à faire dans les églises? Très peu. Mais votre atelier vous mange ce que vous gagnez.
Donc, on a décidé de fermer, contrairement à mon associé, à Louis, qui ne voulait pas fermer l'atelier. Lui, il était 17 ans plus vieux que moi. Pierre, qu'est-ce que je vais faire? Il faut absolument fermer. Une fois terminé, au bout de 2 ans, j'étais à ma retraite, je décide d'aller dans l'immobilier. Ah. Dans l'immobilier, Ça allait bien. ça allait très bien. Tout d'un coup, j'avais encore mes entrepôts. Puis moi, je vendais de temps en temps, j'avais mes entrepôts qui étaient pleins de statues. J'avais à peu près 2000 statues. Les détruire, je ne pouvais pas. Et j'ai mis des annonces dans les journaux, c'est-à-dire dans le téléphone. Petrucci statuaire. Je travaillais dans l'immobilier, mais je me débarrassais de mon stock de statues. La famille de Milton Greenberg achetait tous les édifices sur la rue Wolfe, de la rue Sainte-Catherine à la rue Dorchester. Le seul qui ne pouvait pas acheter, c'était mon entrepôt. Bon. Alors, à tous les ans, il venait me rencontrer, mais c'était plein de statues. Il me dit, je veux construire des condos sur la rue Wolfe, tu m'empêches de construire. 3 ans plus tard, il revient, puis il dit, bien, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Tu fais une offre stupide. Alors, j'ai dit, il faut que je vende. Mais en vendant, qu'est-ce que je vais faire avec mes statues? Alors, je dis à Greenberg, je peux vendre mon entrepôt à la condition que c'est des statues que je n'aime pas, que je ne vais pas transporter, que je veux me débarrasser, je les laisse. Pas de problème, pas de problème. On signe l'offre d'achat, puis il me donne jusqu'au mois de mai l'année suivante pour me débarrasser de mon stock. À partir du 1er mai, il va prendre occupation. J'arrive devant l'entrepôt, la porte cochère était ouverte, puis je vois mon entrepôt de 3 étages avec des fenêtres brisées. En principe, je voyais toujours des statues à travers les vitres. Si on a démoli, qu'est-ce qu'on a fait? Je rentre dans l'entrepôt complètement vide. 1500 statues vidées. Ça se peut pas. J'appelle la police. La police, j'arrive. Qu'est-ce qui arrive? On m'a volé quoi? 1500 statues. On s'est mis à rire de moi. Comment 1500 statues? J'avais 1500 statues de 3, 4, 5 pieds, 6 pieds. Ils sont partis. Voyons. Toute la matinée, je recevais des téléphones. Monsieur Petrucci, je sais où sont vos statues. Ils sont sur la rue McGill. Il y a un vendeur de vieux livres qui a un entrepôt. Il vend vos statues 5, 10, 15 piastres. Ils sont tous là. Milton m'appelle. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et j'ai dit, on a volé mes statues. Que je vous avais vendu l'atelier. Vous avez jusqu'au mois de mai gardé mes statues. Puis j'ai dit, elles sont parties. Il me dit, c'est mon vieux qui les a données. Quoi? Ben oui, là, il m'a appelé encore un matin. Il dit, c'est marqué dans le journal qu'on les a volés. Pour Canada. Mais j'ai dit, mes statues, j'en avais au moins pour 25 000 encore. J'ai dit à lui-même, j'ai dit, j'en ferais de la peine, mais ton vieux m'a volé. Moi, dans mon contrat de vente, c'est bien marqué que tu me donnes jusqu'au mois de mai. Il n'a pas respecté. Tu n'as pas respecté encore le vente, j'ai perdu 25 000. Oh, non, fais rien. I'm gonna pay you back. Je rentre au bureau, puis je vois une blonde qui répondait au téléphone. Je lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici. Ah oui? Depuis quand? Depuis aujourd'hui. Qui est engagé? Le patron. Quel patron? Ben le patron. Mais c'est moi qui ai le patron. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Elle dit, Réjeanne Marinelli. Marinelli, c'est pas parente avec le chef cuisinier de l'hôtel d'Italie. Elle dit, c'est mon père. Ils étaient parents avec les Carly. Après un an, donc, il t'invite à aller skier. Le patron. Non, bien avant ça. Pas donc. mon Dieu. Avant ça que tu m'as demandé pour aller faire du ski. Ah oui. Ah oui. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi en ski? On va faire du ski, puis la première descente, moi, je vais ramasser. Là, stupidement, je ne l'accroche pas, mais je fais un zigzag devant le bâton, puis avec une fracture, tibia, puis le péroné. Là, j'avais jamais pris du cognac de ma vie. Je buvais pas. Là, j'avais tellement mal, j'ai dit à Pierre, va me chercher un verre de cognac, Le lendemain, je l'appelle. Ils m'ont recassé le plan, je ne pourrais plus travailler, je ne pourrais plus marcher. Mais je fais 3 ans pas, j'ai une assurance. Là, on est dans quelle année, les amis, non?
Tout ça, là, c'est quoi Ah, ça? ben, je me suis mariée en 65. Donc là, c'est 60? 65, à peu près 60. Donc là, vous revenez à Montréal, puis la famille est partie quand? J'ai une atelier en 67. On a la Richemont. 67, l'année de l'expo, puis à partir de la deuxième. 5 3 ans ans. après. Et oui, ça c'est un cariste aussi. Puis là, la petite madame, là, c'est les Bavarois qui ont dit. Le mercato Barrière, c'est pas le petit ouais. Là, Adèle, Piero, puis Antonio, Roger, ben oui, c'est le modèle aussi. Anton,